Bonjour et bienvenue dans Transition Story, le podcast qui vous raconte comment vos territoires opèrent leur transition écologique, économique et sociale. Je suis Patrick Longchamp, journaliste à l'écodessolutions.info et au fil de ces épisodes, je vais vous raconter l'histoire de ces territoires où des hommes et des femmes travaillent au quotidien à faire émerger une dynamique qui, grâce à tous, peut à long terme changer la donne. Je les questionne sur le pourquoi cela fonctionne ou pourquoi cela ne fonctionne pas, comment faire émerger une dynamique collective afin que 1 plus 1 égale 3, avec pour objectif de vous inspirer et d'inspirer d'autres territoires. Passer de l'entre-soi à l'entre-tous, permettre une bonne articulation du genou, voilà mon objectif. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans Transition Story. Et on ouvre un nouvel épisode de Transition Story en partenariat avec Angéloire Métropole qui depuis 2021, vous le savez désormais, s'est engagé dans une feuille de route ambitieuse pour la transition écologique qui est déclinée en 7 fonctions vitales. Et aujourd'hui, on s'intéresse au mode de déplacement qui est l'un des enjeux les plus structurants de la métropole. Tramway, bus, covoiturage, vélo, piétonisation, passe mobilité unique et j'en passe. Autant de leviers pour repenser la mobilité d'un territoire de plus de 300 000 habitants. Et pour comprendre, les avancées, les limites et les ambitions à venir. Nous recevons aujourd'hui Virginie Cabaillet, directrice transport et déplacement. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer avec vous ce que les citoyens attendent de cette transition écologique sur leur mode de déplacement. Et je vais peut-être commencer directement en vous demandant comment vous définiriez, vous, la philosophie de la mobilité dans la feuille de route écologique d'Angéloire Métropole. D'une manière générale, effectivement, c'est de se donner les moyens d'offrir un bouquet de services à l'ensemble des habitants d'Angéloire Métropole, des moyens de se déplacer, que ce soit les transports en commun ou la voiture partagée, que ce soit le covoiturage ou l'autopartage, ou des modes individuels comme le vélo ou la marche à pied, par exemple, qui est quand même l'un des modes les plus utilisés dans notre agglomération. Alors comment est-ce qu'on équilibre l'impérieuse nécessité d'une transition écologique sur les modes de déplacement et les besoins des habitants, mais aussi leurs attentes en répondant à la fois à la question écologique et à la fois à la question du déplacement? C'est vrai que le transport est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. C'est celui que l'on a le plus de mal à faire diminuer, contrairement à l'habitat ou à d'autres secteurs où on arrive à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur des transports reste un secteur très carboné, notamment en lien avec l'utilisation de la voiture individuelle, des voitures encore pour la majeure partie d'entre elles, bien entendu, carbonées. Donc, l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir, maîtriser la demande, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des déplacements plus rationnels, plus courts. Donc, une organisation spatiale et territoriale, mais ça, c'est des enjeux à long terme, qui soient plus favorables à une mobilité durable. Donc ça, c'est tous les enjeux en termes d'urbanisme. Faire que la ville soit plus dense, plus compacte, les activités mieux réparties, des services à proximité, qu'on n'ait pas à prendre sa voiture pour faire 5 km ou 10 km pour aller chercher son pain. Donc c'est aussi l'organisation spatiale, c'est bien entendu les reports de modes de transport, moins utiliser sa voiture individuelle, et basculer vers des modes alternatifs, le transport en commun, le vélo. Alors, excusez-moi de vous couper, mais comment est-ce qu'on arrive, on sait que c'est une question c'est très frictionnel, la question de la voiture. Comment est-ce qu'on peut répondre à la nécessité des Angevins de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut, sans forcément avoir les contraintes d'un déplacement doux, c'est-à-dire du bus, du tramway, du vélo? Bien sûr, la voiture, c'est au centre de l'organisation individuelle des gens. Déjà, on va toucher à la vie privée des gens, on va impacter leur organisation privée, qui est souvent des organisations complexes. D'ailleurs, dans quelques sondages qui ont été faits par l'ADEME, c'est ce que les gens changeraient le plus facilement dans leur vie quotidienne pour diminuer leur émission de gaz à effet de serre. La mobilité, ça apparaît en dernier. C'est-à-dire que c'est vraiment
la dernière chose que les gens sont prêts à changer parce que c'est le plus compliqué pour eux. Et c'est le plus compliqué pourquoi ? C'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est que c'est tout simplement la voiture et le déplacement est au cœur de leur organisation et c'est très compliqué, pense-t-il, de le changer. Donc, déjà, c'est de faire une proposition d'offre et un panel d'offres, bien entendu. Et ensuite, c'est effectivement d'aller chercher les gens pour les convaincre de changer leur mobilité, de leur montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Et surtout de pas, de leur donner envie d'utiliser les autres modes, juste peut-être qu'une fois par mois, une fois par semaine. Voilà. Et de le faire peut-être dans un moment où ils ont moins de contraintes, peut-être quand ils vont au sport, parce qu'ils ont un tout petit peu plus de temps, peut-être quand ils sont en vacances, quand ils vont chercher leurs enfants, et que là, voilà. Et c'est trouver des moments comme ça, quand les gens ont moins de contraintes, commencer à les faire basculer sur des modes alternatifs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 années de la fonction vitale se déplacer, Virginie Cabaye ? On a eu beaucoup de demandes sur le vélo. Le vélo, ça reste un mode individuel, peut-être donc du coup qui offre quand même la même liberté, ou en tout cas une grande partie de liberté comme la voiture. Et c'est un mode qui est très plébiscité en ce moment. C'est un mode économique, c'est un mode qui est bon pour la santé, donc c'est très plébiscité. La période de crise sanitaire a mis sur le devant de la scène ce mode, donc il faut surfer sur cette vague-là et saisir cette opportunité-là pour capitaliser sur cette volonté en fait d'aller vers ces modes-là et leur offrir du coup des infrastructures. Alors là, on se heurte évidemment à l'inertie des aménagements et à l'inertie d'une ville. Pour aménager l'espace public, c'est forcément long. Pour bien l'aménager et faire des aménagements qui soient vraiment bien designés, bien dessinés. Sécurisants. Et pour qu'ils soient sécurisés, parce qu'il faut en fait qu'ils soient sécurisés pour que les gens les utilisent, c'est encore plus long. Donc là, on va se heurter en fait effectivement à cet écart entre le désir des gens de tout de suite prendre son vélo, d'acheter un vélo et l'offre qui va être peut-être pas encore assez sécurisée pour certains d'entre eux. Donc bon. Il y a encore du travail. On a déployé quand même un grand nombre de kilométrages nouveaux d'aménagement vélo. Donc après 2-3 ans d'études, les travaux sont en cours sur beaucoup d'aménagements. Et puis il y a beaucoup d'améliorations aussi qui ont été faites rapidement. Et comment est-ce qu'on travaille avec les entreprises, Virginie Cabaye, vous parliez il y a quelques instants de la possibilité d'aller au travail en vélo, peut-être de trouver une voiture sur place. Comment est-ce qu'on embarque les entreprises dans ce faire alliance finalement pour la transition écologique et une mobilité plus douce ? Alors, Angeloa Métropole accompagne les entreprises dans le cadre du dispositif Irigo Pro. On suit plusieurs entreprises et notamment des grosses entreprises sur le territoire. On va d'ailleurs intensifier cet accompagnement là, ces prochaines années parce que c'est important de s'adresser aux employeurs pour qu'ils offrent à leurs salariés des conditions de déplacement plus alternatives. Donc le dispositif il consiste en fait à rencontrer les entreprises, à leur proposer une méthodologie pour qu'elles mettent en place des plans de mobilité qui visent en fait à promouvoir les modes alternatifs, à beaucoup communiquer dessus, à verser le forfait mobilité. Donc vraiment c'est un accompagnement avec des échanges entre les entreprises, des accompagnements méthodologiques et c'est important parce que ce sont ces types de déplacements en fait qui sont les plus contraints, qui sont sur les heures de pointe. Donc, c'est eux qui créent les embouteillages, le plus de pollution, parce qu'on va moins vite. Donc, ces déplacements-là qui sont contraints, ce sont des déplacements en heure de pointe. Donc, c'est ceux-là qu'il faut viser en premier pour essayer de convaincre de changer de mode de transport sur ces types de déplacements, même s'ils ne représentent qu'un tiers des déplacements total de l'agglomération. Mais c'est quoi justement les déplacements qui sont ? C'est les déplacements domicile-école, domicile-vacances On a un tiers en fait. Ouais. On a effectivement un tiers domicile-travail et 2 tiers d'autres déplacements, notamment loisirs, qui représentent aussi un tiers. Et puis les autres types de déplacements, c'est-à-dire notamment l'accompagnement, qui se répartissent effectivement dans la journée. On a fait une grande enquête mobilité qui est consultable d'ailleurs sur la plateforme de l'agence d'urbanisme, sur tous les résultats pour mieux connaître les déplacements des personnes et mieux cibler en fait les déplacements pour qu'on puisse agir
sur les modes Mmh. des personnes. Virginie Cabaillet, comment est-ce qu'on répond aux problématiques plus particulières? Je pense aux personnes en situation de handicap, je pense à nos seniors qui n'ont plus forcément la capacité de se tenir debout dans un transport en commun, qui n'ont plus la capacité de se déplacer. Je pense aussi aux familles nombreuses pour qui ça peut être parfois complexe d'aller faire des courses en ville avec la poussette. Comment est-ce qu'on répond à ces particularismes dans une réflexion globale de déplacement sur une métropole comme Angéloire Métropole? Bah, c'est vraiment en proposant différentes solutions Mmh. et sans forcément, il y a des personnes pour lesquelles, voilà, une personne handicapée, elle aura besoin de sa voiture le plus proche possible de son lieu de destination. Voilà, si elle est autonome dans son véhicule, après ça peut être aussi un véhicule décarboné. Euh, il faut trouver des solutions en fait pour tout le monde, Mmh. bien entendu. Pour autant, il y a plein de déplacements qui sont encore euh, où on peut agir sur le report modal. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, dans les gens qui utilisent le parking, les parkings de l'hypercentre-ville, il y a encore un tiers d'entre eux qui sont originaires de la ville d'Angers. Mmh. Et dans cela, je pense qu'il y en a une grande partie qui ont une ligne de transport en commun à proximité de chez eux, qui sont peut-être à moins de 5 km à vélo, qui sont peut-être proches d'un aménagement cyclable. Donc si je comprends bien, Virginie Cabaillet, c'est vraiment une question de solidarité. Ne prenez pas la place de voitures disponibles en ville si vous avez la capacité de vous déplacer par d'autres moyens. Comment est-ce qu'on répond aussi à la question de la mobilité des seniors, des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des services qui sont proposés par la ville pour ces personnes? On met en accessibilité notre réseau, Oui, soit par les déjà. points d'arrêt ou par les lignes de bus avec des bus équipés de rampes d'accès. De nombreux arrêts ont été mis en accessibilité, qui sont mis en accessibilité pour les personnes en fauteuil, mais également, comme les quais sont rehaussés pour les personnes malmarchantes, Mmh. c'est également beaucoup plus confortable. On a aussi tout un système d'information sonore, visuelle pour tous les types de handicap et le tramway a été équipé de pictos Mmh. pour les personnes qui sont soit en déficience mentale, soit pas à Oui. l'aise avec Avec la une lecture ou BD, hein, l'écriture, bien sûr. voilà. Oui, oui, bien sûr. Et ça, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. Mmh. Euh, et puis, on a aussi un service de transport à la demande qui s'appelle Movirigo, qui là est spécifiquement dédié pour les personnes handicapées, en fauteuil roulant notamment, où là, on va chercher à domicile les personnes et on les conduit jusqu'à leur point de destination, Mmh. et notamment pour le travail, pour leurs loisirs. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous retenez de ces 5 années de transition écologique sur cette fonction vitale, se déplacer? De quoi êtes-vous le plus fier, Virginie Cabaillet? On a peut-être deux grandes offres de services qui ont été mises en place, c'est-à-dire le tramway, la restructuration du réseau de bus, Mmh. qui a été faite, donc le tramway qui a été mis en place avec 2 nouvelles lignes, et puis le réseau de bus où on a déployé une offre supplémentaire en lien et en concertation avec l'ensemble des communes. Et puis le réseau cyclable Mmh. que l'on commence à voir émerger avec les lignes Irigo Vélo. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt satisfaisant de voir ces lignes se réaliser et concrètement s'inscrire dans l'espace public, d'y voir des vélos circuler, d'y voir aussi des personnes en fauteuil roulant qui empruntent les voies vertes. Ah oui. Parce que quand on est à l'extérieur de la ville, ce sont des voies qui sont à la fois ouvertes aux piétons et aux vélos, mais également du coup aux personnes Fauteuil. handicapées. Ouais, Et donc ça, c'est plutôt c'est plutôt chouette, satisfaisant. ouais. Alors c'est quoi la prochaine étape, Virginie Cabaillet? Sur quoi vous travaillez en ce moment, pour, les années, qui viennent? Oui, bah, c'est poursuivre justement cet aménagement des vélos. Mmh. Regarder aussi comment on peut couvrir là, on couvre à peu près, enfin, on a essayé de couvrir les grandes pénétrantes, Mmh. les liaisons des premières couronnes Mmh. vers Angers, c'est-à-dire tous les trajets qui sont faits en moins de 30 minutes. Mmh. Pour autant, il y a des besoins aussi entre les communes ou des communes de deuxième couronne. Donc là, on est en train de regarder comment on peut répondre à ce besoin de déplacement vélo plus dans le périurbain, voire dans le rural, hein, parce qu'on a un Mmh. territoire très divers, à la Bah oui, fois bien sûr, très oui. dense dans le centre et puis très ruraux. Euh,
Également, regarder comment on fait évoluer, mieux connaître et plus simplifier l'utilisation du transport à la demande. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, il est plus souple qu'avant, mais par contre, les retours qu'on nous en fait, c'est qu'il est souvent complexe pour communiquer sur ce type de transport. Donc, c'est mieux communiquer sur ce Mmh. mode-là. Et puis, améliorer aussi les performances des lignes de transport, des lignes de bus, faire en sorte qu'elles soient plus rapides, notamment par des aménagements prioritaires sur les grandes pénétrantes, en Mmh. lien avec aussi les lignes de la région. Voilà, de travailler sur ces lignes express de périphérie vers le centre d'Angers et des lignes qui soient vraiment efficientes, parce que c'est Mmh. aussi en étant efficace qu'on arrive à proposer un service public Mmh. maîtrisé, pour Mmh. un coût maîtrisé pour la collectivité, parce que l'envers du décor, c'est aussi le coût Ouais. et le budget que représentent les transports en commun et qu'on doit rendre efficace. Mmh. Merci beaucoup Virginie Cabaillet d'avoir été notre invitée de cette première partie. Nous on retrouve tout de suite en contrepoint Félix Legendre. Il travaille pour Irigo et il va nous évoquer comment Irigo s'insère dans cette fonction vitale, se déplacer, et aussi un défi qui a été lancé par Irigo qui s'appelle Cap ou pas Cap, pour essayer justement de sensibiliser et de transformer le regard des citoyens d'Angers et plutôt des réfractaires à l'utilisation de mobilité plus douce. C'est tout de suite après cette petite virgule. Transition Story, Patrick Longchamp. Voilà, deuxième partie de ce podcast, le contrepoint. Depuis les assises de la transition écologique, Angers-Loire Métropole s'est fixé des objectifs ambitieux, vous venez de l'entendre, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, dont près de 36% sont liés au transport. Et avec la feuille de route 2021-2026, le territoire met en œuvre une série d'actions pour encourager des mobilités plus douces, développer des transports collectifs, les infrastructures cyclables et piétonnes et accompagner les habitants vers le changement de comportement. Dans ce cadre, a été lancé un projet parmi tant d'autres par l'opérateur de transport de la métropole Irigo, Cap ou pas Cap, pendant 15 jours, solliciter des volontaires qui ont accepté de laisser leur voiture au garage. Mais Cap ou pas Cap, ce n'est pas la seule action menée par Irigo. Et pour nous parler des questions de mobilité sur la métropole, j'ai la joie d'accueillir Félix Legendre, directeur offre et relations clients Irigo. Bonjour à vous Félix. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. Alors, parlez-nous un petit peu, on évoque depuis quelques épisodes dans Transition Story le développement de la transition écologique sur le territoire de la métropole. Irigo, comment Irigo s'intègre-t-elle dans cette feuille de route des déplacements, dans cette fonction vitale, se déplacer, ouais. Irigo est le nom commercial du réseau de transport en commun d'Angers-Loire Métropole, qui est opéré depuis 2019 par une filiale du groupe RATP qui s'appelle RATP Développement. Alors comment justement s'intègre cette question de la mobilité chez Irigo pour pouvoir répondre justement aux enjeux de durabilité en matière de transport sur le territoire ? Alors, en quelque sorte, le bus et le tram, c'est, on va dire, l'offre socle. C'est celle qui a une capacité une capacité importante en termes de déplacement chaque jour sur le territoire, avec aujourd'hui 130 000 validations tous les jours sur le réseau. Mais finalement, l'offre de mobilité durable de territoire ne se limite pas aux bus et aux tramways, puisqu'il y a de nombreuses actions qui ont été menées sur les dernières années en faveur de tous les modes durables, donc de toutes les alternatives à la voiture. Alors, quel type d'action, justement ? Parce qu'on a le sentiment, quand on parle d'Irigo, quand on est un Angevin, Irigo, c'est uniquement le bus et les trams ? Alors, effectivement, sur la partie bus et tram, l'un des jalons importants des années récentes, c'était la refonte complète du réseau en 2023. Donc, à l'occasion de l'ouverture de 2 nouvelles lignes de tram et donc le passage à 3 lignes de tramway sur le territoire, on a refondu l'ensemble de l'offre de bus aussi du territoire après une large concertation qui a mobilisé les 29 communes du territoire, les associations, les conseils de quartier, les pôles importants du territoire qui génèrent beaucoup de déplacements. Avec à l'issue de ce changement complet du réseau, un gain de fréquentation de 30% sur une journée type, ce qui veut dire que le nouveau réseau qui a été mis en service répond bien aux besoins des habitants. Ça, c'est sur cette partie socle du réseau. Et ensuite, on a également travaillé en lien avec le territoire à l'intégration et au développement du covoiturage,
à travers un partenaire qui s'appelle BlaBlaCar Daily, et puis des travaux également sur le vélo, sur lesquels on pourra revenir. Le vélo, parce que Irigo s'intéresse au vélo, en fait. En fait, toutes les alternatives à la voiture individuelle nous intéressent, sans parti pris, c'est-à-dire qu'on décide pas à la place des habitants ce qui est le mieux pour eux, on développe les alternatives, et ensuite c'est eux qui font le choix de ce qui est le plus pratique pour eux au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Irigo a une flotte de vélos, comme on voit des Vélib un petit peu partout. Alors, on n'opère pas de flotte de vélos. En revanche, sur la partie vélo, on a travaillé à la création de la marque vélo du territoire, qui s'appelle donc Irigo Vélo, et à la mise en signalétique et en jalonnement de tous les axes vélos qui seront créés d'ici à 2030 sur le territoire. Alors, Irigo, c'est aussi un certain nombre d'actions, dont une qu'on a évoquée en introduction, qui est cap ou pas cap, c'est-à-dire proposer à des volontaires de laisser leur voiture de côté pendant une quinzaine de jours. Comment est née cette idée, Félix Legendre? Parce que je trouve ça très audacieux de proposer à des personnes de laisser leur voiture, qui sont pour certains une vraie drogue, quelque part. Il y a une forme d'addiction à sa voiture. On a le sentiment que si on ne l'a plus, on ne peut rien faire. C'est pour ça que c'est bien un véritable défi, qui est déjà pratiqué d'ailleurs par d'autres villes en France. Alors pour la 2e édition, on a même porté la durée à 3 semaines. Donc là, c'est un vrai challenge pour les habitants au quotidien. Et donc ce qu'on leur propose, c'est de laisser leur voiture au garage et de tester toutes les autres alternatives pendant 3 semaines. Et en tant qu'opérateur, nous, on consolide en fait l'ensemble des services et on leur apporte sur un plateau, c'est-à-dire que c'est gratuit pour eux pendant 3 semaines. Ils bénéficient du bus, du tram, d'un vélo électrique qui est mis à leur disposition, d'un accès gratuit au service d'autopartage qui est le service Cities, et même un accès TER, donc au train pour ceux qui habitent à proximité d'une gare. Donc c'est vraiment, pendant 3 semaines, c'est l'occasion pour eux de vivre sans voiture et de changer leur quotidien. Alors comment vous choisissez c'est des volontaires, mais je suppose qu'il y a plus, il y a une quinzaine de volontaires qui sont choisis chaque année. Je suppose que vous avez un peu plus de choix que ça. Comment vous faites le choix du plus réfractaire au moins réfractaire? Alors c'est bien les habitants eux-mêmes qui s'inscrivent. Effectivement, on travaille avec des volontaires et on essaye d'avoir une composition de la cohorte, de la promotion qui soit bien répartie entre Angers et les autres communes de l'agglomération. Donc on a grosso modo, on a une moitié de participants qui sont dans Angers, dans la ville-centre, et puis le reste qui se ventile sur les communes de périphérie, première et deuxième couronne. Ouais, mais alors comment vous les choisissez? Parce qu'il y a des pro-voitures, il y a des anti-voitures. Je suppose que le pro-voiture, c'est peut-être celui qui vous intéresse le plus pour essayer de lui faire abandonner sa voiture. Est-ce que c'est un des critères de choix que vous posez déjà? Alors tous ceux qui viennent utilisent majoritairement la voiture dans leurs déplacements quotidiens. Mais on va dire que s'ils se sont inscrits, c'est forcément que quelque part ce choix-là les questionnait déjà un peu. Et nous, justement, on les aide à passer le pas pendant 3 semaines et à se rendre compte que, oui, c'est vrai que ça modifie le quotidien, ça change vraiment l'organisation. Leur organisation à eux est souvent aussi celle de la famille. Mais en fait, ils en retirent des bénéfices très concrets directement sur chacun de leurs trajets. Alors justement, comment on arrive, alors moi je suis plutôt un pro-voiture, je dois vous avouer, qu'elle soit en mobilité douce ou pas, hein, tous les axes de déplacement sont intéressants, mais comment justement, quels sont les bénéfices qui ont été retirés par ces participants à ce projet cap ou pas cap? Je vais y arriver. Le bénéfice qui apparaît assez rapidement quand ils font les comptes du prix de leur trajet, c'est le bénéfice économique. C'est-à-dire que grosso modo, quand on tourne à un plein par mois, c'est une dépense de 100 € qui peut facilement être évitée en privilégiant d'autres modes. Et puis il y a un autre bénéfice qu'ils n'avaient pas forcément tout de suite imaginé, qui est le bénéfice santé et confort au quotidien. C'est-à-dire que quand on fait du vélo, un trajet de 20 ou 30 minutes à vélo en VAE, ou qu'on prend le bus et le tramway et qu'on peut lire tranquillement ou envoyer des messages pendant son trajet, on n'a pas le même confort de trajet que quand on est en voiture. En fait, on n'est pas dans le même état d'esprit, c'est en fait assez ludique. En plus, sur le territoire où on a l'occasion de voir que les trajets en vélo sur des voies vertes sont hyper agréables, hein. On est en pleine nature, on profite du paysage, donc c'est pas du tout
la même expérience de déplacement que quand on est en voiture. Comment vous reliez cap ou pas cap à la feuille de route d'Angers-Loire Métropole sur la question du déplacement? Alors en fait, on est complémentaires dans le sens où, Angers-Loire Métropole a la vision, complète des moyens qui sont affectés à l'ensemble des modes, les infrastructures qui sont nécessaires pour les opérer et nous, on cible vraiment nos actions vers l'usage quotidien qui est fait des différents modes. Mmh. Donc on s'adresse aux habitants, mais sur un angle vraiment pratique, en regardant leur trajet quotidien, j'ai envie de dire presque sur mesure. C'est-à-dire qu'on échange, avec les habitants, on échange avec les entreprises, entreprise par entreprise, salarié par salarié, Mmh. pour regarder pour chacun quelles sont les meilleures options avec, du calcul d'itinéraire, du calcul de distance, en prenant en compte leurs contraintes économiques et cetera et cetera. Donc Que on est vraiment ciblé sur la réalité du quotidien des habitants. et Angers-Loire Métropole a mis en place une consultation citoyenne à la fin de l'année 2020, après la Covid. Et comment, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, cette consultation citoyenne? Est-ce que ça fait émerger chez Erigo des angles morts que vous n'aviez pas vus et que cette consultation citoyenne a mis en exergue? Alors ce qui est très positif déjà, alors c'est pas complètement une surprise pour nous, mais c'est toujours positif Mmh. de le voir, c'est que la mobilité est un des sujets, ou je crois même le sujet qui a recueilli le plus de propositions. Mmh. Donc ça confirme que, C'est un sujet c'est un important. su c'est un sujet très important au quotidien pour les habitants et ça confirme ce qu'on voit nous dans nos échanges avec eux. Et ensuite ça a aussi, insisté sur des pistes de travail qu'on avait déjà évoquées, mais ça nous a permis de les prioriser, comme par exemple la création de lignes express, Mmh. lignes de bus express. Et c'est comme ça qu'on est passé de 3 lignes express sur le réseau il y a quelques années à 5 aujourd'hui. Mmh. Et donc, ça permet de créer des lignes qui marquent moins d'arrêts et qui ont des temps de parcours qui sont beaucoup plus concurrentiels avec la voiture, par exemple. Alors justement, vous parliez de ces 5 années. Quel bilan vous tirez, vous, de ces 5 années d'évolution dans le cadre de cette fonction vitale du déplacement de cette feuille de route d'Angers-Loire Métropole sur la question justement de la mobilité chez Irigo? Si vous nous avez parlé de ces voies express qui se sont démultipliées, cette action cap ou pas cap qui a permis à des Angevins d'expérimenter le sans voiture pendant 21 jours cette année. Ce bilan de ces 5 années, est-ce que vous avez le sentiment d'être allé peut-être un petit peu plus vite du fait de ces feuilles de route et de ces actions menées par Angers-Loire Métropole pour sa transition écologique? Par rapport à Bah, le d'autres ch concurrents, enfin d'autres concurrents ou d'autres acteurs de mobilité dans d'autres territoires? Bah, ce qui est clair, c'est que les rendez-vous de consultation qu'il y a eu ont permis de confirmer, des attentes très fortes en Mmh. matière de mobilité et donc et après c'est le choix qui a été fait par le territoire de renforcer énormément le réseau en 2023 Mmh. puisque le budget de fonctionnement du réseau chaque année a été augmenté de 15 à Mmh. partir de 2023, ce qui est un effort vraiment très important pour une agglomération et que peu de territoires on pouvait faire à ce moment-là. On était en sortie de Covid, donc Mmh. c'était un contexte qui était pas forcément très favorable, avec des prix de l'énergie élevés. Et donc malgré tout, le choix qui a été fait par Angers et l'agglomération, c'est de renforcer énormément le réseau. Et quand on voit après qu'on a 30 de déplacements en plus sur nos lignes sur une journée type, Mmh. bah, ça confirme qu'il y avait un vrai besoin et que l'offre aujourd'hui répond à ce besoin. Mmh. On parle à hauteur des territoires au pluriel. Est-ce que quand vous échangez avec des confrères de d'autres territoires, vous avez le sentiment que vous êtes peut-être un peu en avance sur ce territoire? Ou est-ce qu'il y a encore, des marges de manœuvre et de progression, comme on dit? Un tel renforcement des moyens donnés, au réseau de transport, en commun, c'est assez rare, à observer. Ça, Mmh. c'est notable. Et ensuite, donc ça, c'est sur ce qui est derrière nous et ensuite sur la trajectoire qui est devant nous, il y a des projets qui montrent une très belle ambition aussi avec, le réseau vélo du territoire qui est prévu pour à horizon Mmh. 2030 et déjà une voie cyclable à haut niveau de service qui a été inaugurée vers Saint-Barthélemy d'Anjou, donc l'une des communes de première couronne. Ça aussi, c'est typiquement un projet qui a de beaux jours devant lui et qui a un gros potentiel de
de développement de l'usage du vélo au quotidien. Et il y a aussi une belle coopération qu'il y a avec l'opérateur de transport régional Aléop, par exemple. Est-ce qu'il y a une concertation entre les acteurs de la mobilité? Vous faites les transports du quotidien sur la métropole, Aléop avec les TER et avec les réseaux de bus va s'ouvrir. Comment vous liez les deux? Tout à fait. En fait, on a certaines lignes qui sont en coopération avec ces opérateurs-là. Ce qui permet à des habitants qui viennent de l'extérieur de l'agglomération de poursuivre leur trajet quand ils arrivent sur le ressort territorial d'Angers-Loire Métropole. Et puis d'avoir une sorte de fluidité qui fait que quand on prend un bus d'Angers-Loire Métropole, on ne doit pas attendre 2 ou 3 heures le train TER et qu'on arrive à peu près dans des créneaux qui soient viables pour avoir le trajet le plus rapide, parce qu'on sait bien que la question de la rapidité est un des enjeux pour se passer de la voiture. Si vous deviez, on arrive au terme de cet échange, si vous deviez lancer un cap ou pas cap à nos auditeurs, ce serait quoi? Ce serait de tester au moins sur certains trajets un changement des habitudes. Ouais. Les habitudes de déplacement, c'est quelque chose qui est très tenace dans la routine quotidienne de tout un chacun. Et donc, ça demande un gros effort de tester autre chose, mais ça vaut le coup parce que, bon, déjà, ça peut donner une dimension ludique à quelque chose qui parfois est devenu un peu un pain somme, c'est-à-dire c'est toujours le même trajet en passant toujours par les mêmes endroits, avec des conditions de circulation plus ou moins bonnes selon les cas. Et donc, tester, c'est l'occasion de se rendre compte que finalement, on perd pas forcément beaucoup de temps, ou alors c'est quelques minutes, voire parfois on en gagne. Et puis surtout, ça apporte de la variété dans le quotidien. Et quand c'est possible, c'est un vrai bénéfice. Merci beaucoup, Félix Legendre, d'avoir été notre invité de cette deuxième partie de podcast consacrée à la mobilité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute des autres épisodes. Si vous voulez, vous pouvez nous liker et partager largement ce podcast sur les réseaux sociaux si vous pensez que la mobilité est au centre du questionnement de la transition écologique de notre territoire. Transition Story, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Au revoir. C'était Transition Story en partenariat avec Angers-Loire Métropole. Si vous souhaitez suivre l'information des acteurs et des actrices du changement, n'hésitez pas à rejoindre notre site internet ecodesolutionstoutattaché.info. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un très prochain podcast et surtout pour ne pas louper nos Transition Story, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées et partagez-les autour de vous. Merci à vous tous de votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Transition Story, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio.